Bonjour et merci à tous d'être présents à la deuxième présentation de la salle A de cet après-midi, dont le titre est « Dis-moi où tu es, je te dirai qui tu es », présenté par Stéphane Roche. Stéphane est ingénieur et géographe, professeur titulaire en sciences géomatiques et vice-doyen à la recherche et aux études de la faculté de foresterie, géographie et géomatique à l'Université Laval, où il enseigne les SIG et l'analyse spatiale aux 3 cycles, ainsi que des séminaires gradués sur la société de l'information géographique et sur la qualité des données géospatiales. Il s'intéresse principalement au rôle joué par la géolocalisation sociale, les données ouvertes et le crowdsourcing dans la mise en opération du concept de ville et de territoire intelligent. Stéphane? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, et merci à l'Association géomatique municipale de me donner l'occasion de venir discuter de choses qui m'intéressent et qui m'interpellent depuis quelques temps. Je pense que si le réalisateur de Retour vers le futur avait su que le 22 octobre 2015, la GMQ fêtait ses 25 ans, il aurait vraisemblablement choisi la date du 22 octobre plutôt que celle du 21 octobre pour envoyer son héros dans le futur. Puis ça tombe bien parce qu'on doit parler un peu du futur aujourd'hui. Mais avant de parler du futur, je vais retourner un peu dans le passé. C'est back to the passé. Si j'utilise trop de mots anglais, on va dire que c'est logique, je suis français et j'utilise beaucoup d'anglicisme. Mais ceci étant, en 2004, et c'était pas ici à Drummondville, mais c'était à Saint-Hyacinthe, la GMQ m'avait demandé de venir discuter au moment du Midi Conférence de là où on en était et des perspectives d'avenir de la géomatique municipale, en 2004. Puis j'ai recherché ma présentation, puis j'ai retrouvé une diapositive, et puis vous voyez, c'est bien 2004, sur laquelle j'ai essayé de voir où on en était aujourd'hui, mais aujourd'hui en 2004. Donc c'était même le 4 mai 2004. Puis ce que je disais grosso modo, c'est que c'était l'ère du web et du sans-fil, on assistait à une démocratisation massive des usages déjà, en tout cas qui s'amorçait à l'époque. On était dans une phase où on parlait de localisation pour tous et partout. Et puis la géomatique était clairement dans le mainstream des technologies de l'information. Puis je terminais sur quelque chose qui était ceci, de dire que demain, on serait tous des Monsieur Jourdain de la géomatique. C'est-à-dire que tout le monde ferait de la géomatique plus ou moins sans le savoir. Puis je suis heureux parce que ce matin, Yvan, dans sa présentation, a dit qu'aujourd'hui, tout le monde fait plus ou moins de la géomatique sans le savoir. Donc ça veut dire qu'en 2004, je n'étais pas complètement à côté de la plaque et que finalement, on est tous plus ou moins des Monsieur Jourdain. Alors nous, on le fait en le sachant, en tout cas on essaie d'être conscient de ce qu'on fait, mais la majorité des citoyens dans nos villes, dans nos municipalités, utilisent, produisent de la donnée plus ou moins sans le savoir. Puis on a eu des exemples au cours de la journée. Puis c'est drôle parce qu'à l'époque, j'avais passé une petite vidéo qui s'appelle Cool Town, et dans laquelle ce qui était présenté, c'est grosso modo des applications de géolocalisation où un monsieur perdu s'arrête à une station-service et sans qu'il ait quoi que ce soit à faire, parce qu'il avait son système embarqué dans sa voiture, il reçoit un coup de téléphone, puis il y a un taxi qui arrive, et puis on lui dit « Vous ne serez pas en retard à votre rendez-vous parce qu'on sait déjà par quel trajet on va passer, vous inquiétez pas, il y a une dépanneuse qui arrive ». Donc tout était basé sur la localisation et un ensemble de services était proposé sans même qu'on les demande. Puis je trouve ça d'autant plus intéressant que je m'intéresse beaucoup à l'idée de ville intelligente, puis qu'à l'époque on ne parlait pas de ville intelligente mais de ville cool. C'est dommage qu'il ne l'ait pas reprise, je trouve ça plus intéressant que ville intelligente comme concept. Alors sur ce dont je veux parler avec vous, bon, comme toujours j'essaie de choisir des titres de présentation qui reflètent un peu l'état d'esprit dans lequel je suis au moment où je décide que c'est intéressant de venir parler. Puis après, les choses évoluent, puis jusqu'à il y a 5 minutes, ma présentation change, donc il n'est pas certain que le titre soit complètement en accord avec le contenu, mais je vais essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop distendu. La première chose dont je voulais... Enfin, un premier fait sur lequel je veux qu'on soit tous d'accord, et qui, moi, lorsque j'en ai pris conscience, m'a interpellé, c'est qu'il a fallu environ 4500 ans à l'humanité pour maîtriser le temps. C'est-à-dire pour arriver à tomber d'accord sur l'utilisation de référentiels temporels commun et d'être capable conjointement de se dire on est capable de se repérer dans le temps, puis on se dote d'outils qui nous permettent de nous repérer dans le temps et on partage ces éléments-là. Ça fait à peine 20 ans qu'on commence à savoir le faire
dans la dimension spatiale. Ça fait à peine 20 ans qu'on est d'accord sur un certain nombre de référentiels et surtout qu'on a des outils démocratisés qui nous permettent de partager notre localisation, d'utiliser des référentiels communs. Donc on a beaucoup à faire. Et les perspectives sont encore très très longues avant qu'on ait exploité la totalité de ce que ça impacte dans nos sociétés basées sur la géolocalisation. Alors je ne vous propose pas évidemment de regarder ça dans une boule de cristal, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a 3 points que je veux partager avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est cette idée de société géospatialisée. Une société dans laquelle la géolocalisation est majeure, centrale, et ce n'est pas seulement une tournure, un effet de manche que de le dire, c'est que fondamentalement ça change énormément de choses dans la manière dont l'ensemble des relations, des activités, des pratiques dans nos sociétés sont envisagées. Le deuxième point que je veux voir avec vous, c'est celui de la question du lieu intelligent. Et puis je trouve ça intéressant parce que Nicolas ce matin, pas ce matin, à l'instant, là j'ai un problème temporel, à l'instant vient de donner des exemples avec ces e-beacons là, et ces systèmes basés sur la détection et la géodétection. Il vient de donner un exemple assez illustratif de ce dont je veux parler quand j'aborde la question des lieux intelligents. Et puis la troisième, alors là vous allez dire il a bu, c'est celui du transhumanisme. Mais vous allez comprendre un peu plus, enfin j'espère pourquoi après. Première chose, société géospatialisée, il y a 2 éléments qui me font dire qu'on est dans une société dans laquelle la localisation et la géolocalisation est excessivement importante. Le premier, c'est cette idée de société du positionnement global. L'idée de Global Location Age, qui veut dire quoi? Qui veut dire que quiconque aujourd'hui, en tout temps et en tout point, est capable de partager sa localisation, mais pas seulement de dire là où il est, mais de dire avec qui il est, ce qu'il y a autour de lui, ce qu'il fait, comment il se sent, de partager une compréhension individuelle et intime d'un lieu dans lequel d'autres évoluent, et puis de le diffuser de façon très très large dans le monde entier. Puis c'est pas banal ça, c'est pas banal parce que si vous regardez par exemple ce qui s'est passé dans tous les phénomènes à large portée sociale comme les phénomènes d'occupation, Occupy, Wall Street, etc. dans les dernières années, j'ai pris la peine d'analyser ces systèmes-là et quand vous regardez ça, vous dites que ça a l'air très très localisé et les arrangements locaux par exemple, la façon dont les groupes sociaux occupaient les espaces localement étaient très centrés sur la manière dont fonctionnaient les groupes localement. Mais en même temps, il y avait un tel partage sur les réseaux et les médias sociaux que rapidement, par exemple, se sont diffusés des plans d'organisation. Donc il y a des plans types d'organisation de phénomènes d'occupation des espaces qui ont été partagés. Rapidement, des systèmes logistiques locaux ont été partagés au niveau global et il se passait la même chose dans le Harvard Square qu'au fin fond du Minnesota, dans une communauté beaucoup plus rurale. Donc ça a un impact très très fort, cette idée que des idées locales, ou plus exactement des idées globales, se déclinent localement, s'organisent localement de manière particulière, mais sont immédiatement réacheminées au niveau global, ça change beaucoup à la fois la façon dont les idées se déploient, les idées sont partagées, on parle d'une société du savoir ou des idées, mais on y est. Ça change beaucoup aussi la façon dont les individus vivent leur relation à l'espace. Le deuxième point qui est assez caractéristique de cette société géospatialisée, c'est ce que j'évoquais ce matin avec Yvan, là, quand je disais, je ne suis pas sûr qu'on est à l'âge de la donnée, mais on est vraiment à l'âge du numérique. Puis pour moi, le numérique, c'est beaucoup plus que la donnée, c'est beaucoup plus que la technologie ou que le logiciel. C'est cette idée qu'aujourd'hui, parce que la plupart de nos objets, la plupart de ce qui exprimait nos sentiments et notre humanité est dématérialisé, complètement dématérialisé. La culture, le son, demain nos petites cuillères, parce qu'on achètera une licence pour imprimer 3D une petite cuillère chez nous. Tout ça est en train de se mettre en place. Et donc il y a un changement radical à la fois du rapport aux objets, qui n'est plus du tout le même, aux individus, aux sentiments. Il y a un ouvrage assez intéressant qui s'appelle « Vers un humanisme numérique », qui est écrit par un collègue qui s'appelle Milad Douei, où il explique vraiment dans le détail comment le concept d'amitié, comment le concept d'amour, comment le concept de relation, comment le concept de spatialité est radicalement transformé par le numérique.
pas à cause de la technologie seulement, mais parce qu'on est dans un environnement, dans des sociétés dans lesquelles le numérique est en train de s'hybrider sans qu'on s'en rende trop compte. C'est une tendance lourde, on peut s'en féliciter, on peut le regretter, mais il reste que c'est le monde dans lequel on vit. Et ça a un impact, c'est en particulier sur nous. C'est qu'il y a Manuel Castel, qui est un sociologue de renom international, qui décrit ou qui qualifie le Web 2.0 de narcissisme en réseau. Et puis c'est pas complètement faux quand on réfléchit bien, hein, les réseaux, les médias sociaux, c'est une projection permanente de ce qu'on est et qui on est, et une mise en scène de nos vies et de nos sentiments, la plupart du temps géolocalisés. Puis la géolocalisation n'est pas non plus juste banale dans tout ça, parce qu'elle donne un ancrage et souvent une explication, une contextualisation à des informations ou à des sentiments qu'on partage. Les spécialistes parlent de social, local, mobile, le SOLOMO, là, et puis c'est vraiment ce qui caractérise beaucoup aujourd'hui cette société géolocalisée. Le social, le local, le mobile. Mais le local, comme je l'expliquais tout à l'heure, souvent reprojeté au niveau global. Je vais passer très vite des choses qui m'intéressent. Pourquoi je mets cette slide-là en grande partie? Parce que si vous regardez bien, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on nous dit que les réseaux géosociaux, c'est un type de réseau social dans lequel les services géographiques et les capacités de géocodage, de géolocalisation sont utilisés pour monter en capacité les dynamiques sociales. Donc la géolocalisation n'est pas là juste pour dire là où on est et ce qu'on fait, c'est qu'elle est là parce qu'elle permet d'envisager de nouveaux modes de relation, de nouveaux modes de connexion entre les individus et leurs espaces. Et l'exemple que donnait Nicolas tout à l'heure, ces petits capteurs qui permettent de savoir qui est là à quel moment et qui permettent éventuellement de faire en sorte que des gens se rencontrent ou s'évitent, s'organisent pour ne pas se voir ou au contraire prennent des rendez-vous, etc., etc. Ça, c'est des éléments assez caractéristiques. Il y a énormément d'usages de toutes ces données-là. Je ne vais pas les passer en détail, mais on peut hiérarchiser les lieux, on peut imaginer présenter ses lieux préférés, exposer ses opinions, partager sa localisation, laisser des traces, ou au contraire éviter d'en laisser, etc., etc. Les traces, c'est un élément excessivement important de cette société-là. Puis ce n'est pas juste les traces qu'on laisse sur le web ou qu'on laisse dans les espaces numériques dans lesquels on évolue ou qu'on pratique, ça on les connaît malheureusement, mais enfin on les connaît. Mais c'est qu'aujourd'hui, avec la géolocalisation, on laisse des traces qui non seulement sont des traces numériques, mais ont une empreinte physique. Ça donne une physicalité à des éléments qui étaient essentiellement numériques avant. Et puis Yvan le disait, avec un suivi et un tracking de votre géolocalisation, sans savoir qui vous êtes, quel est votre nom, on est capable de renominaliser des données uniquement en faisant du suivi de déplacement, par exemple. Le deuxième point, c'est celui du lieu, et en particulier du lieu intelligent. Alors, qu'est-ce que j'entends par lieu? Pour moi, c'est une fonction mathématique assez simple, le lieu, puis comme je suis dans les polynômes et les fonctions, parce que mon garçon est en 4e année du secondaire et que je suis obligé de me replonger dans les identités algébriques et tous ces trucs-là, je me suis dit je vais choisir une formalisation qui fait écho à ce que je vis en ce moment. Toujours est-il que le lieu, pour moi, c'est une fonction d'un nom. Il n'y a pas de lieu sans nom. D'un événement. Il n'y a pas de lieu sans événement, ou sans individu, ou sans phénomène, ou sans objet. Et d'une localisation. Ça, c'est un lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une localisation donnée, il peut y avoir plus d'un lieu en même temps. Puis il peut y avoir surtout des lieux qui disparaissent, apparaissent, meurent. Les plaines d'Abraham à Québec, c'est un lieu un peu emblématique, mais si vous y allez en plein carnaval, sur cette localisation-là, il y a un lieu particulier, puis si vous y allez pendant le festival d'été, c'est un autre lieu. Puis si vous y allez alors qu'il n'y a rien, mais que vous y allez pour embrasser pour la première fois votre petite amie, ben c'est un lieu qui devient emblématique dans votre vie personnelle.
Mais c'est toujours la même géolocalisation, et puis si c'est le lieu dans lequel cette localisation-là correspond à la rupture que vous avez eue avec la même petite amie, ben c'est la même localisation, mais c'est deux lieux dans votre vie qui l'auront marqué de façon significative. Puis si je vous dis ça, c'est pas juste pour parler des premiers baisers entre petites amies, mais c'est surtout parce que dans la perspective de... On parle beaucoup d'intelligence urbaine, de ville intelligente, de territoire intelligent, d'intelligence des lieux. Ça me semble être fondamental. C'est-à-dire que quand on est gestionnaire d'une ville, quand on est géomaticien au service d'une ville, je vais caricaturer, mais parce que c'est pas mon travail d'être gestionnaire d'une ville, donc c'est plus facile pour moi. Mais grosso modo, en caricaturant, ce que vous avez à faire, c'est comprendre ce qui se passe dans les lieux. Comprendre comment ils naissent, comment ils meurent, comment ils interagissent les uns avec les autres, puis comment vous pouvez aider les élus à décider de la manière la plus efficace, pertinente, dans un temps le plus compatible avec l'événement, décider de réagir à des phénomènes qui se produisent. Il y a une manifestation, il y a un lampadaire qui est grillé, peu importe, il y a un accident, il y a quelqu'un qui est heureux et qui veut le dire, enfin, peu importe. Toujours est-il que tout se passe autour des lieux. Et pour moi, l'échelle la plus pertinente pour comprendre ce qui se passe dans une ville, c'est celle des lieux. Et il y a des géographes, bien plus intelligents que moi, qui commencent à penser que la ville s'organise, que les milieux anthropisés s'organisent surtout un peu comme des réseaux d'archipels, dans lesquels se reproduisent à peu près toujours les mêmes types de dynamiques, pas toujours en même temps, pas toujours à la même vitesse, et que l'enjeu, c'est de comprendre ce qui se passe à la fois dans ces différents lieux archipels et puis entre eux. Puis c'est pas fou parce que quand on parle d'intelligence urbaine, on parle d'intelligence, puis l'intelligence, si on se renvoie à l'acceptation latine, 5 minutes, je reviens encore pour 20 au moins, l'acceptation latine d'intelligence, l'intelligence c'est la capacité à faire du lien, à comprendre ce qui se passe et à faire du lien entre les objets et les phénomènes. C'est ça que ça veut dire intelligence. Donc comprendre une ville, comprendre un territoire dans lequel des sociétés évoluent, c'est comprendre ce qui se passe entre les lieux, entre leur genèse, leur mort, leur dynamique. Il y a un élément excessivement important, puis ça on rentre plus du côté géomatique, c'est que juste avant moi, Nicolas vous a parlé d'Internet des objets, ou d'Internet, enfin il a parlé de web physique. En disant le web physique, c'est grosso modo de reproduire cette capacité d'analyser, de personnaliser de façon algorithmique les espaces, pas les espaces du web par exemple. Lorsque vous allez sur un site sur Amazon, Amazon se souvient de ce que vous avez fait, de ce que vous avez cliqué, puis vous renvoie à chaque fois, repersonnalise la page en fonction de ce qu'il comprend et de ce qu'il connaît, de vos goûts, de vos pratiques, etc. Mais dites-vous bien que demain, ce qui va se passer dans nos lieux urbains, en premier lieu, mais pas seulement, c'est exactement la même chose. C'est quand vous allez avoir des petits beacons à peu près partout, que vous allez être connecté, quand vous allez arriver quelque part, ce lieu-là vous reconnaîtra et sera capable de personnaliser, puis ça existe déjà hein, dans des situations événementielles, il y a des entreprises qui le simulent. Quand vous arrivez quelque part, la musique d'ambiance peut changer, les odeurs, pourquoi pas, pourraient changer, la structure du paysage pourrait se réorganiser, le mobilier urbain pourrait se réorganiser, et on pourrait très bien imaginer que l'information, évidemment, qui est poussée vers vous à travers votre téléphone va changer. Et donc, cette personnalisation algorithmique des lieux physiques va grosso modo être le parallèle à ce qui se passe aujourd'hui dans les lieux numériques du web. Puis ce qui est vraiment intéressant, puis ce qui pose et qui va poser des problèmes aux gestionnaires urbains, c'est qu'il n'y aura plus d'un côté la gestion des espaces numériques virtuels et de l'autre côté la gestion des espaces physiques matériels, mais les deux vont être hybridés. Et les deux sont en train de s'hybrider. Ils sont en train de s'hybrider, puis on le voit déjà dans nos vies quotidiennes. On le voit parce qu'on est en permanence dans ce que les géographes appellent des situations d'interspatialité. On est toujours à cheval entre deux espaces. On est à la fois là où on est, puis en même temps, comme on est toujours connecté à discuter avec quelqu'un qui est de l'autre bout de la planète ou dans une autre ville, on est déjà un peu ailleurs. Donc vous êtes au travail, mais si vous faites une réunion Skype avec quelqu'un qui est de l'autre côté du Canada, vous êtes là-bas. Au moment de la réunion, vous êtes là-bas. Donc vous êtes dans une situation
d'interspatialité. Vous êtes à cheval sur deux espaces. Comment est-ce qu'on gère ça? Imaginez par exemple que, alors que je suis dans mon bureau à l'Université Laval, je suis en réunion avec quelqu'un qui est à UBC, puis grâce au fait que je sois connecté à leur réseau, je vais faire des niaiseries dans leur réseau. Je ne suis pas physiquement là-bas et pourtant je viens d'avoir une interaction physique avec leur réseau qui a peut-être eu des conséquences matérielles chez eux. Je suis dans une situation d'interspatialité et qui me met hors la loi là-bas, mais pas chez moi. Bon, donc ça, il y a tout un tas de questionnements qui, à mon avis, sont sous-jacents à ces questions d'inter ou de cospatialité. La cospatialité, c'est l'idée d'être que deux lieux se chevauchent, que je puisse être à la fois dans un lieu et dans un autre, superposés en même temps. Pour ceux qui font du GIS, c'est l'idée d'égalité spatiale, par exemple. Je vais passer vite là-dessus, si ça veut bien. Alors, transhumanisme, le tout augmenté, le tout situé. Pourquoi je veux vous parler de ça? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens à la fois bienveillants et d'autres un peu plus flyés sur notre planète qui pensent qu'on serait beaucoup mieux si on était augmenté grâce à la technologie. Je ne dis pas que c'est bien, hein, je n'ai pas envie de me faire greffer quoi que ce soit de particulier, sauf si ça peut m'aider à être plus intelligent et encore. Mais il reste que ça existe. On l'a déjà, on a tous nos petits bidules, et puis on a des montres, et puis on a tout un tas de choses connectées qui font que nos capacités sont monitorées et améliorées. Alors, je passe cet exemple très rapide. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça s'appelle le moi quantifié. C'est comme si toutes ces pratiques-là qui se développent beaucoup, autour de l'idée que on se monitore en permanence, on prend nos performances, puis on les partage sur les réseaux sociaux, puis on les partage sur des cartes, et puis on partage également nos performances, y compris cartographiques. Il y a énormément d'applications qui sont développées dans ce cadre-là, puis il y a aussi ça produit énormément de données, y compris d'ailleurs des données qui sont utilisées en matière d'aménagement du territoire. Il y a des parcs aux États-Unis dont l'aménagement a été repensé complètement, basé sur les parcours réels de ceux qui courent, par exemple. Parce que les aménagistes avaient une idée en particulier, avaient aménagé les parcs d'une certaine manière, puis se sont rendus compte que dans la pratique, les gens ne les utilisaient pas comme ça. Mais grâce à la cartographie des parcours réels, ils ont pu réajuster des aménagements. Donc c'est utile aussi. Puis, le Géocongrès, c'était en 2014, il y a 2 minutes Bon, prolongeons. Pour le Géocongrès, si vous étiez là pour le Géocongrès, j'avais essayé, mon petit garçon de 10 ans était là, et puis je voulais montrer que ces espèces de petites bibites là, sphéros, c'était des petits robots qui peuvent te suivre et puis réagir en fonction d'un certain nombre de choses. C'est déjà des petits, genre de petits robots personnels. Puis depuis, la famille s'est agrandie. Tu sais, ils ont fait Oli et ils ont fait récemment le tout petit là qui ressemble à R2D2. Puis il y a une petite caméra, ça veut dire que lui en plus non seulement il suit mais il filme autour de toi, etc. Donc tous ces trucs-là, pour moi, préfigurent quelque chose d'assez fondamental, qui est qu'on va rapidement se ramasser avec tout un tas de petites bébelles qui vont... Jusqu'à présent, tous les capteurs sont plutôt des capteurs statiques. On les pose quelque part, et puis quand on arrive, on est détecté, ils réagissent, etc., etc. Mais demain, on va avoir des paquets de petits capteurs qui pourront bouger. On le voit déjà avec les drones, et puis il y en a un qui est fabuleux. Là, j'ai déjà fait une précommande parce que je suis un geek. C'est celui-là, il s'appelle Lily. Puis ça, c'est un petit drone suiveur qui peut vous suivre partout parce que vous avez dans votre poche un espèce de petit truc comme ça, là. Grosso modo un petit capteur, hein, qui fait que le drone va rester à une distance déterminée, maximale, puis va évoluer autour de vous, puis filmer ce qui se passe. Donc on ne verra plus personne sur les pistes de ski avec des espèces de grands trucs avec leur GoPro, essayer de se filmer comme ça, mais on va avoir des petits drones qui vont nous suivre. Je ne dis pas que c'est bien, hein, je ne suis pas en train de dire parce qu'après ça va poser des problèmes de trafic. Mais tout ça pour vous dire que, imaginez la quantité de données qui va être produite. Puis là, quand on parle de citoyens capteurs qui produisent de la donnée géographique, etc., mais là, on va avoir des couvertures, photos, drones, personnels, partout. Et je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais une chose est sûre, c'est que on va devenir de plus en plus des capteurs, producteurs d'informations. Alors je vais passer vite parce que là je suis en retard, ça c'est des choses sur l'intelligence, mais il y a juste, je
je veux finir là-dessus. Les défis pour la géomatique. Alors, c'est pas exhaustif, hein, c'est parce que j'ai essayé de me dire, mais tout ça, là, ils vont me trouver complètement, mais j'ai l'habitude, hein, mais complètement à l'ouest. Mais en même temps, quand j'ai écouté ce matin la présentation d'Yvan, je me suis dit, c'est bien, parce que Yvan, il a dit les choses sérieuses, puis il le fait bien, c'est un prof avec une renommée. C'était mon directeur de thèse, Yvan Bédard. Donc, c'est un prof de qualité qui forme des gens de qualité, et... ça c'est fait, voilà. Et ceci étant, il a fait ce qu'il a dit était très sérieux, puis il a analysé tout ça dans le détail. Donc je me suis dit, ça c'est fait, j'ai pas besoin de le faire, donc je peux me concentrer sur les vraies choses. Et, donc je termine là-dessus. Il y a des enjeux énormes pour la géomatique municipale, même si c'était pas évident dans tout ce que j'ai raconté là, mais c'est représenter et gérer des lieux hybrides. Vous savez, les lieux qui vont être en permanence entre le numérique et le physique. Puis je ne parle pas de virtuel, parce que pour moi, virtuel, c'est ce qui n'existe pas. C'est ce qui n'a pas de réalité. Or, le numérique est réel, existe. Il impacte nos vies, puis il peut même les impacter de façon significative. Donc ça n'a rien de virtuel, le numérique, c'est réel. Et donc représenter et gérer ces lieux-là, dans l'entièreté de leur dimension, c'est pas quelque chose qui est a priori si évident que ça, et ça va poser des défis certains. Bon, l'intelligence des données massives, ça, Yvan en a parlé, là, les données massives posent des problèmes et vont en poser, il y a des questions d'éthique, de qualité. Il y a une chose, moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est la question de catégorisation et de normalisation des personnes et des lieux, parce qu'on y est dedans. Quand je parlais de personnalisation algorithmique des lieux, une anecdote pour finir, il y a un certain nombre de villes, et une en particulier dans laquelle j'ai eu à travailler, qui cherchait à exploiter les données des caméras de surveillance qui y a à peu près à tous les coins de rue pour déterminer des profils types géolocalisés. C'est quoi une posture et un comportement normal à cette heure-ci de la journée, à cet endroit-là de la ville? Parce qu'après, ils se disaient, nous, on ne peut pas avoir des gens qui surveillent tout, mais si on sait c'est quoi un profil normal, et que la caméra peut détecter un profil anormal, on va être capable de dire, oups, il se passe peut-être quelque chose de pas correct à cet endroit-là. Donc c'est sûr que moi j'ai un très bon copain qui travaille à la Sûreté du Québec, heureusement qu'on ne parle pas de sûreté quand tu es mais il trouve ça très intéressant de ce point de vue-là, mais il reste qu'il y a énormément de dérives possibles. Et puis catégoriser les lieux, catégoriser les personnes en fonction des lieux, ça va poser des problèmes éthiques énormes en termes de gestion urbaine. Puis la question foncière, parce que ces lieux numériques, là, ils vont avoir des propriétaires, puis il y aura des extensions numériques à des lieux physiques. Et c'est quoi un cadastre? Déjà, le cadastre 3D, on a toute de la misère. Alors, un cadastre qui intègre la dimension numérique, c'est pas forcément si simple que ça à envisager. Pourtant, il faudra le faire, parce qu'on y est déjà presque. Donc, c'est ça. Donc, rendez-vous dans 11 ans. Ça fait 11 ans. Donc, peut-être dans 11 ans, je reviendrai. Dans 11 ans, non, je serai encore... je serai encore vivant, j'espère, mais je ne serai pas à la retraite encore. Donc, merci beaucoup. Et,